Alors nous voilà rendus dans la 9e séquence qui complète l'analyse statistique des résultats par l'analyse graphique. Alors en effet, le vecteur des coefficients, il ne faut jamais l'interpréter de manière directe. Il faut utiliser ce vecteur des coefficients soit pour faire de la simulation numérique, c'est ce qu'on verra dans la conclusion, soit pour dessiner la variation de la réponse au sein du domaine expérimental. Et donc on va présenter ici une méthode dont on a déjà parlé dans des éléments de cours dédiés aux aspects graphiques, qui est la construction de la trace d'une surface de réponse. Cette approche a été proposée par Cox en 1971, donc là encore, on revisite la publication de McLean-Anderson, puisque celle-ci date de 1966, et les méthodes dédiées à la représentation des traces ont été proposées juste un petit peu plus tard. Alors comment faire pour représenter l'équation dans un domaine expérimental qui n'est pas un domaine à 3 constituants? N'oublions pas que nous avons 4 constituants, du magnésium, du nitrate de sodium, du nitrate de strontium et un liant. Eh bien, on va dessiner la variation de la réponse le long de certains axes. Et les axes sont définis de façon simple par des droites qui passent toutes par un même mélange de référence. Les coordonnées du mélange de référence, on les note SE1, SE2, SE3, S4 quand on a 4 constituants, S provenant de l'initiale de standard en anglais. Et ces axes sont des droites donc, qui passent par ce mélange de références et qui rejoignent les sommets du domaine, donc le constituant 1 dans cet exemple pédagogique, le constituant 2, le constituant 3. Et donc on va dessiner l'équation du modèle grâce aux coefficients le long de la droite rouge, de la droite bleue et de la droite verte. C'est ce qui produira la trace. Ce qu'on va introduire comme principe de construction à partir de 3 constituants, parce que c'est tactile, vous pouvez le reproduire quel que soit le nombre de constituants, et donc dans l'exemple de McLean-Anderson, à partir de l'étude de 4 constituants. Alors l'idée est simple, l'idée consiste à dire on va découper aussi finement un axe que de besoin pour faire un dessin. Alors on va choisir un pas de maillage, ici j'ai choisi un pas de variation tous les 5%, et si je suis capable de calculer les coordonnées des points rouges que vous voyez, je vais avoir des coordonnées x1, x2, x3. Il suffit d'introduire ces coefficients dans l'équation du modèle pour connaître y chapeau. Et je pourrais donc dessiner la variation de y chapeau, donc la réponse prévue par le modèle, le long de l'axe. Alors il existe une formule générique que l'on a démontrée dans la partie dédiée au cours, que je vous rappelle ici et que je vais recommenter à partir de ce petit exemple pédagogique qui nous permet très facilement de connaître les coordonnées des points qui sont situés sur un axe passant par un mélange de références. Donc une fois qu'on connaîtra les coordonnées des points rouges, dans l'exemple de McLean-Anderson, 4 coordonnées, x1, x2, x3, x4, il suffira d'agiter, si je peux dire, l'équation du modèle pour trouver y chapeau et ensuite de la dessiner. Alors regardons l'origine de cette formule générique. Partant d'un mélange de références, imaginez que j'augmente la proportion du constituant 1 d'une quantité petit delta. Ici, 40%, x1 est égal à S1 plus delta. À partir du moment où vous connaissez delta, vous allez pouvoir calculer la diminution des proportions des autres constituants, puisque, toujours dans l'exemple traditionnel du lait fraise, si vous augmentez la proportion de lait, il faut diminuer la proportion de sirop de fraise. Et de combien va-t-on diminuer? Eh bien, on va diminuer ici de moins de 10%, on va diminuer de la quantité delta S2 divisé par 1 moins SE1. Au même titre, pour le constituant 3, on va diminuer de 30%, et ce 30% provient de delta S3. S3, c'est la proportion du troisième constituant au mélange de référence, divisé par 1 moins S1. S1, c'est la proportion du constituant 1 au mélange de référence. Je vous rappelle que l'origine de ces formules a été démontrée dans le chapitre dédié aux aspects graphiques. Alors, je m'en vais utiliser cette méthode pour représenter la trace de la surface de réponse. Alors, j'ai choisi comme mélange de référence S1, S2, S3, S4, les proportions au centre du domaine. C'est le mélange où nous avons l'intensité lumineuse maximale d'un point de vue expérimental. Je vous rappelle que c'est aussi le mélange ou l'endroit du domaine où le modèle est le moins descriptif possible.
À partir des proportions des constituants au mélange de référence, eh bien, je m'en vais découper la plage de variation suivant l'axe magnésium. Alors, ce que vous voyez sur l'axe horizontal, c'est delta, l'écart par rapport au mélange de référence. Le magnésium, il varie entre 40 et 60%. Donc, je peux aller de moins 10% par rapport au mélange de référence à plus 10%, puisque le mélange de référence vaut 50%. J'ai calculé avec un maillage présentant un pas de 5% les coordonnées des mélanges le long de cet axe. J'ai utilisé l'équation du modèle et maintenant je dessine Y chapeau, la réponse modélisée sur l'axe vertical en fonction de l'écart par rapport au mélange de référence. Et je vois que 0 représentant le mélange de référence, je vois que je suis à peu près au dosage optimal en magnésium. Pourquoi? Parce que si j'augmente la proportion de magnésium par rapport au mélange de référence, ou si je diminue la proportion de magnésium par rapport au mélange de référence, le long de cet axe, eh bien, la réponse modélisée chute. Donc on peut peut-être considérer que 50%, je ne suis vraiment pas très éloigné de l'optimum pour le dosage en magnésium. Naturellement, on va faire la même chose pour le nitrate de sodium. C'était le deuxième constituant qui lui variait entre 10 et 47%. C'est pour ça qu'on a une amplitude sur l'axe horizontal de variation plus grande. Les traces sont toutes concurrentes au niveau du mélange de référence, bien évidemment. Vous allez rajouter la trace de la surface de réponse le long de l'axe qui rejoint le nitrate de strontium. Alors attention, en se limitant aux contraintes. Et enfin, eh bien, je m'en vais pouvoir représenter la trace de la surface de réponse lorsque je fais varier la proportion en liant. Alors tout ceci n'a de sens que si le modèle est prédictif, voire descriptif. Je vous rappelle qu'ici, on a une qualité descriptive avec un R2 ajusté qui est de l'ordre de 60% et une qualité prédictive qui ne l'est pas du tout, prédictive. Donc prudence dans la variation, mais si vous aviez un modèle de bonne qualité, eh bien vous constatez que le constituant qu'il faut doser avec le plus de précaution par rapport au centre du domaine, c'est le liant, parce que vous voyez qu'un petit écart en liant par rapport à 0,055, donc 5,5%, c'est ce petit écart qui va provoquer le plus de variations sur la réponse. Donc en fait, on se sert surtout des traces de la surface de réponse pour chercher les directions d'optimisation. On voit ici que si le modèle s'avérait parfaitement descriptif et prédictif, il faudrait augmenter en priorité le dosage en liant, le dosage en magnésium à peu près optimal, il faudrait par voie de conséquence diminuer, mais on va le revoir, le dosage en nitrate de sodium et nitrate de strontium. Par contre, d'un point de vue sensibilité, donc robustesse, attention, le petit écart de dosage en liant peut provoquer de grandes variations sur l'intensité lumineuse. Alors, cette représentation, vous pourrez la faire naturellement quel que soit le nombre de constituants. 2, 3, 4, 5, 10, 12, 15 constituants. Et naturellement, elle est très utile dès que vous ne pouvez plus utiliser des surfaces de réponse ou des courbes iso-réponse, c'est-à-dire dès que vous dépassez le contexte du mélange ternaire. Alors, on peut également représenter sur cette figure-là, puisque les traces sont concurrentes, la prévision de la réponse au centre du domaine. On retrouve les 330 10-3 candela, ça montre que les traces sont bien concurrentes. Et donc on voit par rapport à ce trait les pistes d'optimisation dont on reparlera dans la dernière séquence. Alors, il peut être utile, notamment quand il y a beaucoup de constituants, de faire une vue éclatée. Alors, de cette figure, pourquoi? Parce que souvent, l'ingénieur, le technicien a du mal à raisonner un écart par rapport au mélange de référence. Il préférerait voir apparaître sur l'axe horizontal les proportions des constituants, parce que pour lui, ça lui parle plus. Eh bien, vous voyez, c'est pas très difficile d'éclater la vue précédente. Vous voyez apparaître, alors je vais commencer par la droite du graphique, la variation d'après le modèle de l'intensité lumineuse en fonction de la variation du magnésium, entre 40 et 60%. Vous voyez dans la partie un peu plus centrale, entre 10 et 47%. Pour des raisons d'échelle, je me suis limité à une réponse modélisée de 210-3 candela. Vous voyez la variation restituée par un polynôme de degré 2 pour du nitrate de sodium et du nitrate de strontium, variant entre 10 et puis 35 ou 37%. Et puis dans la partie complètement à gauche de la zone de traçage, vous voyez la conséquence d'une variation de dosage en liant sur la variation de la réponse modélisée. Et donc ce qu'il faut retenir
de tout ça, et ça va être l'objet du récapitulatif, c'est que un modèle, dans les plans d'expérience, quel qu'il soit, ça permet de faire des restitutions graphiques. Et c'est souvent la restitution graphique qui va vous permettre d'échafauder des pistes de solutions, des directions d'exploration du domaine expérimental. Donc passer du temps, non pas à regarder les coefficients, mais à retranscrire les coefficients sous une forme graphique interprétable, sans ambiguïté. Dans les plans d'expérience en formulation, c'est l'objet de la restitution de la trace de la surface de réponse. Attention, interprétez ensuite cette trace avec d'autant plus d'intérêt et de confiance que votre modèle sera naturellement descriptif et prédictif, ce qui, je le rappelle, n'est pas le cas ici, mais dans cette étude de cas, on profite de l'étude pour vous montrer encore une fois une utilisation de la trace de la surface de réponse. Donc je vous remercie de votre attention pour avoir écouté et appris sans doute des choses sur l'utilisation des traces. Il nous reste à voir la dernière séquence, qui est la conclusion. Dans cette conclusion, on va montrer, mais en quelques transparents, ce qu'aurait été une approche d'optimisation si on avait eu un modèle prédictif, et comment on aurait pu, entre guillemets, jouer avec l'équation du modèle de façon assez simple pour chercher à maximiser l'intensité lumineuse. Remarquez déjà que ce graphique nous invite à des pistes d'exploration, puisque tout un chacun voit que, en augmentant le liant à sa teneur maximale et en diminuant un petit peu, par voie de conséquence, le nitrate de strontium et le nitrate de sodium, on devrait déjà un petit peu améliorer les choses, mais on sait qu'on n'atteindra pas les au moins 425 10-3 candela. Voilà, donc je vous donne rendez-vous dans la séquence suivante, qui est la conclusion de cette étude. Merci de votre attention.